bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même. Bruno Aspiratore, Lalonde. Nous sommes à Montréal le 29 janvier 2023. Aujourd'hui, encore une journée quand même assez occupée à la librairie, mais j'aurais envie de dire je n'aime pas trop l'atmosphère. Je sens que les périls s'accumulent, mais je suis pas sûr que vous avez envie d'entendre cela. Je suis pas sûr que vous n'êtes pas vous-même inquiet de ces nuages noirs qui s'amoncellent à l'horizon et qui forment un inquiétant bataillon. Je n'en suis pas sûr. Donc, je n'en dirai pas davantage ce soir, mais je vous cacherai pas. Aujourd'hui, j'ai passé par des moments d'inquiétude. Nous sentons que nous entrons dans quelque chose. Et je vais simplement vous dire, je vais vous faire une seule remarque, une seule et unique remarque. Bon, peut-être deux. Quand au premier jour de l'agression russe en Ukraine, le fils d'un ami, d'un jeune homme, à une petite vingtaine, est venu me voir à la librairie, plutôt catastrophé par ça. Mais il m'a lâché une sorte de cri de douloureux étonnement, en parlant des Ukrainiens. Ils vont mourir pour ça. Et quel était ce ça en question? C'était leur pays. Alors pour ce jeune homme, qu'on puisse donner sa vie à défendre son pays, son territoire, sa maison, sa famille, son chien, c'était une idée parfaitement inconcevable et irrecevable. Alors ce cri-là, ce cri qui a été le sien, un cri d'étonnement douloureux, on peut mourir pour ça, c'est le ça. Je me souviens d'avoir pensé que nous n'étions pas sortis de l'auberge si nous nous retrouvions dans une situation où il fallait nous défendre âprement au mépris de notre propre sécurité, voire de notre propre tranquillité, voire de notre propre vie. Je n'étais pas sûr à ce moment-là que nous serions capables de relever le défi. Et j'entends également, partout autour de moi et sur les médias, sur les divers médias, personne n'a envie de mourir pour l'Ukraine. Et à ça, on peut joindre la remarque de ce jeune homme. Aurions-nous envie, nous, de mourir pour notre pays? Assurément pas. Et, en tout cas, la majorité, une grande partie d'entre nous. Alors, forcément, des gens qui sont prêts à mourir et prêts à tuer, le corollaire des deux vont ensemble, eh bien, est une source d'étonnement douloureux. Et non seulement nous ne sommes pas prêts à mourir pour l'Ukraine, mais nous nous approchons même sans doute du moment où on va même les blâmer, les Ukrainiens, de mourir pour leur patrie. Et ça ramène des considérations, la patrie par exemple, que nous croyons, que nous avions pensé d'un autre temps. Alors, je ne vous emmènerai pas plus longtemps avec ça. Mais on sent quand même que les choses s'aggravent. Et j'entendais un commentateur aujourd'hui hurlant presque que nous n'avions pas de plan de paix, qu'il ne comprenait pas que les dirigeants occidentaux n'élaborent pas de plan de paix, mais c'est que j'aurais envie de dire, les plans de paix, c'est d'abord avant la guerre,
et s'élabore après la guerre. Mais pendant la guerre, et nous y sommes, il n'y a pas de plan de paix qui tienne. Tant que l'une des deux parties, et puis là, il n'y a pas juste une partie en cause, il y a une multitude d'alliés dans les deux camps, tant du côté russe que du côté de l'Ukraine, eh bien, tant que les deux parties n'auront pas mis, l'une ou l'autre des deux parties n'aura pas mis le genou au sol, il ne pourra pas avoir de plan de paix. Les plans de paix s'établissent une fois que la partie est jouée, afin de maintenir les avantages du vainqueur. Car gagner la guerre, c'est une chose. Gagner la paix, c'en est une autre. Et le principal défi qui se pose aux gagnants de n'importe quelle guerre, c'est de retrouver la paix à des conditions qui soient soutenables, et pour le vaincu, et pour le vainqueur. Alors je comprends que, mais nous sommes justement dans le brouillard de la guerre. Et je ne comprends pas comment ça peut se faire. Et de se tourner comme ça, de se tourner devant les dirigeants, de dire faites-le, mais j'aurais aimé entendre son point de vue à ce commentateur. Que suggérerait-il? Sans doute une concession de la part de l'Ukraine, en sachant que de toute façon, le problème va rester entier. Enfin, bref, je comprends que nous sommes tous effrayés par cette montée en puissance des armes. Et on attendait un responsable aussi aujourd'hui de l'OTAN dire qu'il fallait se préparer à une économie de guerre en temps de paix, ce qui est un peu étrange comme contradiction, mais il faut entendre économie de guerre. Et je comprends que la situation est assez pénible et je m'étais pourtant bien promis de ne pas trop vous embarrasser avec cela. Je pense avoir tenu au moins quelques dizaines de vidéos, assurément, où je ne vous ai pas parlé de ça. Mais c'est la chose la plus importante qui nous soit arrivée collectivement depuis la Deuxième Guerre mondiale. Rien de plus important pour nous, occidentaux. Évidemment, il y a eu des pays qui ont été... il y a eu des pays qui ont été en guerre. Et il y a eu des pays qui ont été en guerre même sous direction de l'OTAN. Le Kosovo, par exemple, en 1999. L'Irak, première guerre d'Irak, soutenue par l'ONU, soutenue par le Conseil de sécurité de l'ONU. La deuxième guerre d'Irak, cette fois-ci, les Américains se sont passés de tout le monde, à part des Britanniques, des Espagnols et je ne me souviens pas de quel autre pays qui avait participé à cette deuxième guerre d'Irak. Il était 3 ou 4 pays en tout cas. C'est une petite coalition. L'Espagne en tout cas, ça je suis certain. Aznaz était le premier ministre espagnol à l'époque. Déjà, déjà 20 ans. Sans doute on ne célébrera pas, c'est quoi, mars 2003, la deuxième guerre d'Irak. Sans doute on ne la célébrera pas, cette guerre-là. Mais les Américains, avec les quelques guerres qu'ils ont livrées ici et là, depuis la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, assurément, ne se sont pas fait que des amis sur notre planète. Alors écoutez, j'allais vous parler de ceci, mais je pense que je vais y renoncer ce soir. Parce que vous allez me trouver trop lourd, probablement. Et ouais, je pense que je vais nous garder ça pour demain. Ça ne sera pas plus léger demain,
parce que bon, c'est Jean-Luc Nancy, philosophe décédé il y a 1 an ou 2, philosophe assez important, Jean-Luc Nancy, qui a écrit un très beau texte sur son rapport à la mort. Oui, décidément. Je ne dirais pas que Aspiratore a la suite dans les idées. Mais avant d'actionner mon bidule, bon, j'avais réfléchi à la vidéo d'hier. Effectivement, je me suis pas mal emporté. Ça m'a tellement amusé de voir dans le journal que j'étais devenu l'aspiratore, que j'avais mis en avant le côté burlesque, le côté nettoyage par le vide. Hein. On a l'impression d'être en présence d'un titre de Mickey Spillane, vous savez, l'auteur de romans policiers avec Mike Hammer. Hein? Vous vous souvenez de Mike Hammer, peut-être? Nettoyage par le vide, In the Baba, l'espèce de type assez carré, mais avec un bon pistolet. Là. Et ça donnait un peu l'impression, cet article-là, que j'arrive, une tornade, et tout à coup, les rayonnages se retrouvent dégarnis. Et pour le côté expansif de l'affaire, le côté volontaire de l'affaire. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce que parfois, l'aspirateur, il y a des moments de mélancolie il y a des moments de mélancolie, il y a des moments quand on... Parce que parfois, c'est du vivant c'est du vivant des propriétaires que je procède. Et je sens bien, lorsque je suis mis en présence de quelqu'un qui doit se départir de la quasi-totalité, parfois sinon même de la totalité de sa bibliothèque, et qu'il s'est gardé très 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 peu de livres. Quand les grands amoureux de livres qui auront passé leur vie à lire, à s'entourer de livres, à fréquenter les librairies, les bibliothèques, à continuer à étudier parfois. Et lorsqu'ils arrivent dans le grand âge, je dirais en haut de 85, 90, on appelle le 4e âge également, eh bien évidemment, ils consentent à se dépouiller pratiquement de tout. C'est même ils deviennent presque transparents tant ils sont dépouillés. Et c'est dans une parfaite lucidité et acceptation qu'ils se préparent à entrer dans le monde de la mort. Et je présume, je devine bien que si ils sont capables de se détacher de manière souveraine de ce qu'a été la passion majeure de leur existence, sinon une des passions de leur existence, c'est que derrière aussi, ils ont su se détacher d'un certain nombre de choses. Mais, arrivé à ce dernier stade du dépouillement, qui consiste à démanteler soi-même sa propre bibliothèque avec l'aide de on sait qui, eh bien souvent, il se garde 3 ou 4 livres, guère plus. 3 ou 4 livres qui représentent peut-être la quintessence de ce qu'a été leur démarche intellectuelle. Ou 3, 4 livres, puis des fois c'est 2. Des fois j'ai vu certaines personnes 2 livres, 3 livres, tout au plus. Ça dépasse pas 4 en tout cas. Et ces 4 livres-là sont un parfait résumé de ce qu'a été leur vie intellectuelle, et ce sont leurs derniers bagages avant de prendre le large, le grand large. Et j'imagine que ces 3 livres, au fond, représentent peut-être également les dernières bouées, ou peut-être les derniers modes d'emploi, peut-être
dans l'un ou l'autre de ces ouvrages, ils trouveront la phrase ou le mot ou les mots leur permettant d'accepter de franchir le dernier pas, de franchir le fil d'arrivée. Et que ces objets extrêmement humbles que sont les livres, c'est probablement les objets les plus humbles qui existent sur Terre. Parce que si vous prenez un livre, par exemple, c'est fragile un livre. Ça s'ouvre, ça se casse, ça se brise, on peut arracher les pages. Il est soumis à diverses intempéries qui peuvent l'abîmer, le défaire, le faire jaunir. Le soleil est son ennemi, l'humidité est son ennemi, l'eau est son ennemi, l'air est son ennemi. En fait, le feu peut le détruire. En fait, tout peut le détruire. Et on peut le malmener. C'est un objet innocent qui n'opposera jamais de résistance. Un livre, c'est presque comme un enfant naissant. On peut le blesser, le maltraiter, et il n'aura aucun moyen de se défendre. Au fond, un livre, c'est un être innocent. Et peut-être que la fragilité, la pauvreté radicale de ces objets éphémères, parce que les livres d'aujourd'hui, en tout cas, ne sont pas conçus pour s'installer trop dans la durée, contrairement aux livres faits il y a à peine un siècle, où il y avait la notion de bibliothèque pérenne, de bibliothèque qui reste, de bibliothèque qui survit à son propriétaire, de bibliothèque qu'on peut léguer, qu'on peut offrir, la construction de la bibliothèque. Et une fois la bibliothèque construite, on pouvait en assurer sa survie sur plusieurs générations. C'est encore plus vrai pour les livres faits au 18e ou au 17e siècle, qui sont parmi nous encore, et tout à fait frais. Ils étaient conçus pour durer des siècles. Et ça demeure extrêmement émouvant et ça peut arriver, ici au Québec même, de se retrouver avec des livres qui datent de 3 siècles. Bon, en France ou en Europe, c'est pas très rare au fond. Ici, c'est plus rare. Mais lorsqu'on se retrouve avec un livre qui a 3 siècles, eh bien, on peut imaginer que ce très humble objet, mais dans ce cas-là, extrêmement résistant, ben, tant qu'on le respecte et tant qu'on le ménage, eh bien, lui aura tout vu dans sa longue histoire. Aura tout vu des guerres, des révolutions, des déménagements multiples, des propriétaires multiples. Un livre de 3 siècles aura connu 10, 8, 9 générations de propriétaires. Et les propriétaires se seront donné le mot pour en assurer sa survie en l'offrant à un autre ou en étant mis à la vente, ou là les libraires douaniers, hein, parce que nous sommes également des douaniers, livres, montrez-moi vos papiers, et une fois qu'on a bien examiné ce qu'il y a à l'intérieur du passeport livre, allez, on permet au livre ou encore on ne lui permet pas d'entrer dans le territoire librairie. Alors il y a cette mélancolie là, des fins dernières que même si l'aspiratore, gonflé à bloc lorsqu'il entre dans une magnifique bibliothèque qui sera la sienne pendant un certain temps avant de libérer
vers d'autres cieux les ouvrages qui y sont contenus, pourra éprouver, pourra être tenté pendant quelque temps par un étrange sentiment de fragilité devant les choses qui passent et devant les personnes qui peuvent imaginer aussi que la bibliothèque qui sera défaite sous leurs yeux va connaître de nouvelles aventures une fois démantelée et qui va aller alimenter l'esprit, les pensées d'une autre catégorie de lecteurs ou d'une nouvelle génération. Et à la fin, sans doute, le libraire rompu à cet exercice pourra d'une certaine manière se cuirasser devant ce qui pourrait ressembler à de la sensiblerie. Mais en même temps, c'est extrêmement difficile, surtout en présence des gens. Je vous dis, bon, quand c'est les successions, les héritiers, il y a quelque chose d'autre, il y a une autre dynamique, il y a un autre mouvement. Et souvent, c'est un mouvement évidemment plus rapide, plus radical. Mais quand c'est le propriétaire même qui de son propre chef, procède à la transformation de ce qui a été sa passion, l'accompagnement n'est pas le même. Et on a beau se bomber le torse, et pavoiser et faire le pan, et au point d'en être un peu grotesque, il y a quelque chose qui finit par nous atteindre. Là. Il y a quelque chose qui finit par nous atteindre, qui finit par nous toucher, qui finit par... Et puis tous ces morts aussi. Parce que, beaucoup, je l'ai raconté, beaucoup de bibliothèques dont je me suis porté acquéreur dans les dernières années, beaucoup d'entre elles, j'ai aidé à les constituer. Et j'ai connu les propriétaires. Je leur ai fourni les livres, parfois des conseils, et je sais qu'ils prenaient plaisir, et moi aussi, à les fréquenter, à fréquenter mon échoppe. Et lorsque j'apprends par la veuve ou les héritiers que, que, que cette passionnée de livres qui fréquentait ma librairie n'est plus de ce monde et qu'à nouveau les livres ont fait appel à mes services pour racheter en partie des livres que j'ai vendus 20 ans auparavant et que je reconnais sur la page de garde ma propre graphie. Et là, c'est tout à coup, je me retrouve, en fait, en face de ma propre finalité. Et la réflexion autour de ma propre disparition se fait plus intense, se fait plus prégnante. Et lorsque je réfléchis moi-même à ce qui va advenir de ce que j'ai fondé, c'est-à-dire mes deux royaumes, ma bibliothèque privée et ma librairie, qui est au fond ma bibliothèque publique, d'une certaine manière, et que parfois, bon, les livres vont de l'une à l'autre, eh bien, ça oblige à réfléchir à, ah ouais, que va-t-il advenir de tout cela? À demain.